Depuis un certain temps maintenant, la France est plongée dans une agitation sociale qui ne montre aucun signe d'apaisement, tel un leitmotiv obsédant dont l'issue reste inconnue. Il ne s'agit plus de simples bouffées de mécontentement éphémères. Non. Les grèves et les défilés se sont transformés en un hurlement partagé, celui d'une nation déçue par des choix économiques et politiques qu'elle ne considère plus comme justes. Cette austérité budgétaire répétée avec des arguments de bon sens ne fait qu'amplifier un sentiment généralisé. Les classes moyennes et populaires paient systématiquement la note, alors que l'État paraît avoir délaissé son rôle fondamental. Préserver ce modèle social qui, autrefois, était l'orgueil républicain. De nos jours, ce fondement chancelle, et avec lui, la foi en un système qui ignore ses citoyens. Dans cet environnement, la réforme des retraites s'est érigée en emblème de cette discorde, car elle est vue non comme un ajustement technique banal, mais comme un chamboulement majeur du lien entre l'État et ses administrés. Beaucoup estiment que l'augmentation de l'âge légal de départ et les changements dans les conditions d'accès érodent le cœur même de l'équité sociale, et mettent en évidence un écart croissant entre les déclarations officielles sur les impératifs économiques et la réalité quotidienne des gens, teintée par l'envolée des prix et l'érosion du pouvoir d'achat. L'apparition du mouvement de blocage ajoute une couche supplémentaire à ces contestations, transcendant les demandes sectorielles pour adopter une stratégie de paralysie complète comme levier d'influence politique. Ce mouvement traduit un état d'urgence et de rage, ainsi qu'une croyance croissante que les canaux de discussion habituels ne parviennent plus à provoquer un réel virage. C'est pour cela que les médias hexagonaux scrutent attentivement ces évolutions, non seulement en tant qu'actualité brûlante, mais aussi parce qu'elles dévoilent une crise plus enracinée qui touche à la validité des choix politiques et aux bornes de l'aptitude du pouvoir à appliquer des changements socialement inacceptables. En fin de compte, ce qui se déroule dans les artères françaises illustre un affrontement structurel entre la démarche d'un État tentant de s'ajuster à des contraintes économiques et financières rigoureuses, et celle d'une communauté qui voit ces mesures comme une attaque contre les conquêtes historiques. Cet affrontement risque de perdurer aussi longtemps que ses origines demeurent liées à des enjeux d'identité collective, d'équité et de représentation politique, et non à un simple décret ou une ligne budgétaire. Ce qui se déroule dans les artères françaises illustre un affrontement structurel entre la démarche de l'État et celle de la communauté. Un affrontement qui va au-delà du domaine politique pour exposer une fracture plus profonde dans la relation entre dirigeants et dirigés. L'État base ses orientations sur des aspects financiers et économiques, les estimant indispensables à la durabilité du système économique et au respect des engagements européens de la France. Il dépeint les réformes, en particulier celles concernant le budget et les retraites, comme des options inévitables. À l'opposé, la société, affrontée jour après jour à l'augmentation du coût de la vie et à la diminution du pouvoir d'achat, ressent que ces orientations sont dictées sans accord réel ni considération pour l'aspect social. Cette différence de vue a fait de la rue un lieu alternatif d'expression politique, dans un cadre où la confiance envers les institutions représentatives classiques s'effrite. Les manifestations et les grèves ne sont plus de banals instruments de contestation, mais se muent en mécanismes pour redessiner le concept de justice sociale et les frontières du pouvoir étatique. Au fur et à mesure que la fureur s'intensifie, il devient évident que l'enjeu ne se limite pas à une loi particulière, mais à l'impression collective que l'État ne reflète plus les priorités de la société, ni n'entend ses inquiétudes. Dans ce cadre, le conflit se manifeste comme une opposition déséquilibrée entre une rationalité technique ancrée dans les nombres, les indicateurs et les obligations financières, présentées comme l'unique voie praticable, et une rationalité sociale et humaniste fondée sur le sens de la justice, de la dignité et du droit à une existence honorable. Tandis que l'État voit les calculs économiques comme la référence pour juger les politiques et leur efficacité, une grande partie de la société perçoit cette méthode comme réductrice, transformant la vie collective en équations qui ne capturent pas la réalité vécue, ni ne prennent en compte les inégalités sociales en expansion. Ce heurt de vision engendre un fossé en termes de compréhension et de dialogue. Le verbiage gouvernemental se mue en un exposé technique ardu à saisir pour les citoyens, tandis que les exigences populaires sont jugées comme sentimentales ou utopiques. Pourtant, cette soi-disant émotivité n'est autre que la manifestation d'un besoin impérieux de reconnaissance et de respect, et un refus de voir le citoyen réduit à un simple élément dans un bilan comptable. Ainsi, le désaccord n'est plus seulement un échange sur les politiques publiques, mais évolue en un conflit sur la définition même de l'intérêt général et sur la rationalité qui devrait dominer. Celle qui évalue le succès par des chiffres, ou celle qui le mesure par la capacité de la société à préserver sa cohésion. Le conflit qui ébranle la France met au jour un profond clash entre deux logiques fondamentalement opposées par leur perspective,
leur rôle et leur objectif. La logique de l'État s'appuie principalement sur la gestion des équilibres macroéconomiques, où la politique se résume à des computations de stabilité financière, de maîtrise budgétaire et de conformité aux devoirs européens et internationaux. Dans ce schéma, les décisions officielles sont dépeintes comme des impératifs techniques inéluctables, et les mouvements sociaux comme des entraves passagères à un processus de réforme prétendument rationnel et objectif. À l'inverse, la logique de la société tire son essence de l'expérience concrète et du sentiment quotidien de fragilité sociale. Les citoyens réagissent moins à des données abstraites qu'à l'effet des politiques sur leur salaire, leur durée de travail et leur futur social. De cette optique, des réformes comme celle des retraites ou les mesures d'austérité sont vues comme une agression directe contre un contrat social ancestral basé sur la protection sociale et la solidarité, et non comme de simples corrections techniques dictées par la situation économique. Cette disparité dégénère en conflit quand les organes traditionnels de médiation, tels que les partis politiques, les syndicats et le Parlement, ne parviennent pas à combler l'écart entre les deux côtés. À ce point, la rue se transforme en un espace politique de substitution, permettant non seulement de voicer le refus, mais aussi d'avancer un contre-récit au récit officiel. Tandis que le gouvernement invoque la nécessité et la responsabilité, la société réplique par le vocabulaire de la justice, de la dignité et de la reconnaissance, refusant de voir son existence régie par une logique technique qui néglige l'aspect humain. Ce qui complique encore plus ce conflit, c'est qu'il ne se limite pas à des politiques précises, mais porte sur la définition même de la légitimité politique. L'État puise sa légitimité dans les institutions et le droit, tandis que la société aspire à la redéfinir sur la base de l'acceptation sociale et de l'équité. Ainsi, le conflit en France se présente comme la manifestation d'une crise plus enracinée du modèle de gouvernance, où la logique étatique seule ne suffit plus à forger le consensus, et où la société n'est plus encline à avaliser des décisions auxquelles elle estime ne pas avoir contribué. Résoudre ce conflit en France ne revient pas à anéantir une logique au bénéfice de l'autre, mais plutôt à rebâtir la relation entre la logique de l'État et celle de la société sur des bases inédites, plus harmonieuses et légitimes. La réponse ne peut être uniquement répressive ou technique, ni fondée seulement sur la pression des rues, car ces approches exacerbent la crise plutôt que de la guérir. Premièrement, la solution nécessite de rétablir le dialogue politique dans son sens négocié. Cela suppose d'admettre que les réformes d'envergure, surtout celles impactant le contrat social comme les retraites et les dépenses publiques, ne peuvent être imposées sous le seul prétexte de l'urgence économique. L'instauration d'un vrai débat national, et non d'une simple procédure formelle avec les syndicats et les acteurs sociaux, permettra de faire passer le conflit des heurts urbains vers des pourparlers dans l'arène politique. Deuxièmement, l'État doit s'affranchir de la suprématie du discours technique et réintégrer l'élément humain dans les prises de décision. Les chiffres sont essentiels mais inadéquats pour gagner l'adhésion sociale. Quand les citoyens sentent que les politiques intègrent la justice et les inégalités sociales, même si elles sont ardues à appliquer, ils sont disposés à en assumer le prix. Il ne s'agit pas d'abandonner la réforme, mais de la reconcevoir sur un plan social. Troisièmement, la crise ne peut être vaincue sans une refonte des organes de représentation politique. L'usure de la confiance envers les partis politiques et le Parlement a transformé la rue en un ersatz des institutions. Rajeunir l'élite, consolider le rôle du Parlement et étendre les outils de démocratie participative peuvent redonner aux citoyens le sentiment d'être des acteurs de leur destin, et non de simples destinataires passifs des verdicts. Enfin, une solution requiert de reformuler le contrat social pour l'adapter aux mutations économiques sans renoncer aux principes de protection sociale. La durée du conflit signale que le modèle existant n'est plus persuasif ni pour l'État ni pour la société. Échapper à ce cycle infernal ne sera fusible que quand l'État transitera d'une logique de contrainte à une logique de conviction, et quand la société passera de la protestation perpétuelle à une réelle implication dans les décisions. En conclusion, la conjoncture en France ne peut être vue comme une crise temporaire ou un litige lié à une loi ou une initiative gouvernementale particulière. Elle est plutôt l'expression d'un tournant pivotal dans le modèle politique et social de la République. Le conflit entre la logique de l'État et celle de la société a exposé les limites d'une gouvernance technique déliée du ressenti social. Inversement, il a aussi souligné le danger de verrouillage des voies de médiation quand la rue devient l'unique canal d'expression politique. Entre ces deux pôles, une grave crise de confiance émerge, menaçant l'unité sociale et compromettant la validité des choix politiques. La clé pour sortir de cette impasse ne gît pas dans la suprématie,
mais dans la refondation du contrat social ancré sur un équilibre entre les impératifs économiques et les demandes de justice sociale, entre l'autorité de l'État et le droit de la société à s'impliquer et à être reconnu. Un État qui n'écoute pas est condamné à perdre.